Il y a quelques jours, lors de son Apple Event, Apple a annoncé la sortie de son nouvel iPad Pro, l'iPad Pro M1 modèle 2021. Que vaut ce nouvel iPad? Est-ce que je vous conseille de l'acheter ou pas? On est sur le site de Apple. Là, tout de suite, on va regarder un peu ce nouvel appareil. On va simuler l'achat d'un nouvel iPad et je vais pouvoir vous donner mon avis et vous dire si je vous conseille d'acheter cet iPad et quel appareil je conseille pour chacun d'entre vous. Avant de commencer la vidéo, si tu ne connais pas la chaîne, bienvenue à toi. Je fais des vidéos tech où je fais la revue, des tests et je donne mon avis sur des appareils de nouvelles technologies. Voilà, si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Alors l'iPad Pro, ça donne quoi? Donc le premier ajout qu'on a directement lorsqu'on est sur la page d'Apple, c'est bien évidemment la surpuissante puce M1. Donc Apple a intégré la même puce qu'il y a sur maintenant les MacBook Pro, les MacBook Air, les Mac Mini et l'iMac 24 pouces dans son iPad Pro. Et du coup, ça donne à ce petit appareil un boost de performance énorme parce que la puce M1, je le dis et je le redis dans beaucoup de mes vidéos que vous pouvez aller voir, que c'est la meilleure puce, c'est le meilleur processeur jamais créé en termes de rapport qualité-prix. Il est juste surpuissant, il donne accès à des choses que d'autres ordinateurs ne peuvent pas faire, du montage vidéo en 4K, en 6K, en 8K, pas mal de choses et tout ça en étant très silencieux, en consommant très peu d'énergie et aussi en consommant beaucoup d'espace et du coup ça permet de le plugger dans des petits appareils tels que le iPad Pro pour bénéficier de ses performances. Donc personnellement, gros point positif pour moi, le fait qu'ils aient rajouté la puce M1, je ne m'y attendais pas franchement pour la gamme iPad, mais franchement le fait qu'ils l'aient fait, moi ça me rend super heureux et je pense que pour tous les amateurs d'iPad, ça va leur faire un très gros gain de performance, d'énergie, de batterie, donc c'est juste top pour eux. Alors voilà, bien sûr on ne présente plus la puce M1, c'est une puce unifié qui contient 8 cœurs de GPU et 8 cœurs de CPU. C'est comme certaines gammes du MacBook Air et le MacBook Pro modèle de base. Et un 16 cœurs de Neural Engine, ça c'est les technologies qui va permettre de faire tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est retouche photo assistée, c'est-à-dire qu'il y a des algorithmes qui vont vous aider à faire de la retouche photo, faire du lissage sur juste le visage. Elle va permettre de détecter si c'est un visage humain, un animal, ce genre de choses, mais aussi pour l'appareil photo qu'on va voir. Ensuite, le Neural Engine est aussi très important parce que ça améliore même la qualité de la caméra parce que voilà, c'est comme le mode selfie où il y a une détection de visage qui va mettre en autofocus votre visage et du coup améliorer un peu le rendu des photos. Donc, le Neural Engine est vraiment très important et super intéressant pour les performances graphiques et aussi pour les performances générales du CPU. À 50% plus rapide et des performances graphiques 40% plus rapides. Le nouvel ajout aussi pour une certaine gamme d'iPad Pro, c'est le nouvel écran Retina XDR 12,9 pouces. Donc c'est un nouvel écran qui est méga performant, il a 1 million sur 1 de rapport en contraste, il a 1600 nits, il me semble que sur le MacBook Pro, on est à 500 nits et moi je le trouve déjà super brillant. Donc à 1600 nits, je ne sais pas ce que ça va donner. Moi je pense qu'il va être aussi brillant, aussi brillant que le soleil. Super brillant, je ne sais même pas s'il y a besoin d'avoir un écran aussi brillant au final. Moi je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus avec un écran aussi brillant. Après, il y a peut-être des designers qui regardaient cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que c'est vraiment si important que ça pour vous d'avoir un taux à 1600 nits? Je pense que ça aide aussi en termes de fidélité des couleurs pour faire de la retouche photo grâce à True Tone et à la gamme de couleurs P3. Donc, il y a une très grande fidélité en termes de couleurs. Donc, ça doit être très important pour les designers. Moi, je ne suis pas designer, je ne suis pas graphiste, donc je ne saurais pas vous dire, mais dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Après, option très sympa aussi, c'est le fait qu'ils aient pensé à rajouter la 5G en complément du Wi-Fi, bien sûr toujours existant. La 5G possible avec eSIM ou en mettant votre puce, du coup vous avez accès à la 5G partout où vous avez. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Je pense que cette option va aller... moi, je la recommanderais par défaut, en fait, cette option, parce que voilà, vous allez en déplacement, vous êtes à l'hôtel, vous êtes à l'aéroport, vous n'avez pas de Wi-Fi ou vous avez un Wi-Fi merdique. Et même d'un point de vue sécurité, je ne sais pas pour vous, mais moi, lorsque je suis avec mon ordinateur professionnel, lorsque j'accède au réseau Wi-Fi, j'ai toujours peur des attaques du style man in the middle dans le réseau qui va pouvoir atteindre mes données et faire un petit peu tout ce qu'il veut parce que voilà, je lui ai quasiment donné une entrée vers mes données. Donc, je ne suis jamais rassuré d'un point de vue sécurité lorsque j'utilise le Wi-Fi public. Mais par contre, avec la 5G, la question ne se pose plus. Donc, vraiment super intéressant. En plus, la 5G, c'est super rapide. C'est comme si on avait la fibre optique. Donc, c'est limite plus rapide qu'une Internet qu'on a à domicile. Des fois, si vous êtes, je sais pas, dans un patelin où vous n'avez pas accès à la fibre. Voilà, vous avez la 5G.
pour voir ensuite les zones couvertes, etc. Mais moi, je trouve que c'est quand même très intelligent, super sympa de fournir ça. Et même, je pense que c'est indispensable en fait. Moi, je me demande pourquoi ils font, pourquoi est-ce qu'ils offrent ça en supplément. C'est-à-dire que vous devez payer pour avoir accès à la 5G dans un appareil qui est mobile, hein, qui est similaire à un téléphone. Au final, c'est un grand téléphone. Moi, j'aurais vu la 5G disponible par défaut dedans. Sans pouvoir ajouter d'argent, mais après, moi, je suis un idéaliste. Voilà. On aura droit à un appareil photo de 12 mégapixels et concernant la vidéo, on aura aussi droit à la vidéo grand angle, mais en 10 mégapixels. Et du coup, cette vidéo grand angle va permettre de faire cette fonctionnalité que je trouve assez sympa en fait. La vidéo va venir cropper dans l'image, du coup zoomer un petit peu et va pouvoir, grâce au Neural Engine et aux algorithmes de détection d'image, détection de mouvement, pas mal d'algorithmes, va pouvoir faire un peu centrer l'image sur la personne qui parle et va faire comme s'il y avait un professionnel derrière qui était en train de, voilà, de guider et de naviguer. Je trouve que c'est quand même sympa pour, voilà, pour des petites réunions, mais après, franchement, hein, pour des cas, je ne vois vraiment, je trouve ça sympa, voilà. En tant qu'amateur de gadgets et de high-tech, je trouve que c'est sympathique, mais après, est-ce que j'utiliserai réellement cette fonctionnalité? Pour mon travail, non. Parce que quand je fais des réunions, je suis assis sur une chaise. Donc, je ne pense pas que je vais m'amuser à jouer de droite à gauche. Limite, en fait, le grand angle me gênerait parce que voilà, il capterait toute la chambre. Alors que moi, j'ai pas envie que lors d'une réunion, on voit vraiment le placard, l'armoire à côté, les fringues qui débordent et ce genre de choses. J'ai envie que ce soit vraiment centré sur mon visage. Donc, moi, je pense que je désactiverai le grand angle et j'aurai un truc vraiment en mode selfie, quoi, qui me cadrerait juste et pas besoin de montrer plus. Là, dans leur exemple, c'est un truc de réunion de famille ou je ne sais pas quoi. Bon, ça reste quand même le cas d'usage. Je trouve que c'est très très limité. Et après, ça c'est quelque chose qu'ils facturent. Donc derrière, en termes d'ajout, je suis fan, mais je ne vois pas l'utilité. Et perso, je ne serais pas prêt à payer plus d'argent pour ça, parce que je ne m'en servirai pas tous les jours. À côté, il y a le scanner LiDAR. On parle aussi de le rajouter dans le prochain iPhone. Le scanner LiDAR, en fait, c'est une sorte de sonar qui va venir, grâce à la lumière, détecter les obstacles et pouvoir faire un mapping 3D de votre environnement. En gros, il va permettre au téléphone de se situer dans l'espace, dans votre chambre et détecter le sol, détecter les murs, détecter tous les obstacles. C'est très sympa si, parce qu'il y a des applications maintenant qui vous permettent de simuler, même sur Amazon ou il me semble, ça va vous permettre de simuler un meuble, de faire une maquette en 3D et de le placer dans l'espace, le placer dans votre chambre. Ce n'est pas encore très poussé comme technologie, mais ça commence à venir petit à petit, tout ce qui est réalité augmentée et tout ça. Et je pense que dans les 5 prochaines années, ça va être vraiment un must-have, que pas mal d'applications vont se baser dessus. Ici, eux, ils montrent l'exemple de, voilà, d'un petit jeu là où la surface est devenue lumineuse. Donc voilà, c'est des petits trucs sympas. À côté, ça permet aussi d'avoir un meilleur contraste et une meilleure luminosité sur des photos à basse luminosité grâce aux algorithmes de détection Neural Engine aussi. Donc ça aide tout ça. Je ne sais pas, moi je trouve que ça fait quand même assez gadget, que je ne m'en servirai pas tous les jours. Encore une fois, le LiDAR, le fait de le rajouter, ça fait augmenter le prix. Port Thunderbolt dans l'iPad, c'est super cool. Vitesse 40 gigabits par seconde. Donc le Thunderbolt, c'est vraiment méga rapide. Lorsqu'on fait du transfert de données ou du transfert de vidéos, c'est méga rapide. On va pouvoir transférer l'image en 6K depuis votre iPad vers un iMac ou vers un écran 6K sans que ce soit croppé, sans qu'il y ait les bordures sur les côtés. Donc ça, c'est super sympa. Aussi, lorsqu'on branche un disque dur externe sur l'iPad, la vitesse d'écriture va être méga rapide. Après, on ne sera pas sur du 40 gigabits par seconde parce que, ok, le transfert est à 40 gigabits par seconde, mais si derrière le disque que vous avez n'écrit pas à 40 gigabits par seconde, mais écrit à 2 gigabits seconde ou 1 gigabit seconde, en fait, les 40 gigabits, vous vous en moquez, quoi. Et derrière, on a bien évidemment le Magic Keyboard que j'adore. J'aime beaucoup la sensation d'écriture sur le Magic Keyboard, que ce soit sur l'iPad ou sur le MacBook. C'est très confortable, très ergonomique et très intuitif. L'Apple Pencil aussi est super sympa, super pratique, mais c'est surtout fait pour les personnes qui ont besoin de faire, des personnes qui font de la retouche photo ou du design. C'est là où en fait ils vont pouvoir profiter pleinement de l'Apple Pencil. Moi, en tant qu'utilisateur lambda, je trouve ça assez sympathique, mais ce n'est pas non plus un accessoire que je vais utiliser tous les jours. Moi, limite, je branche une souris Bluetooth et voilà, tout est réglé. En système d'application, on aura iPadOS. C'est là où moi, je suis un peu mitigé parce que on a des performances d'ordinateur. Là, clairement, on a les mêmes performances qu'un MacBook Pro. Potentiellement, on peut utiliser toutes les applications du MacBook Pro, aussi Final Cut Pro, Photoshop. On peut utiliser une large gamme d'applications,
Mais on est limité en termes de système d'exploitation, on est sur iPadOS, ce qui est normal parce que sur l'iPad, bah, on a accès à des fonctionnalités qu'on n'a pas sur l'ordinateur. Le fait que déjà l'écran, ça soit un écran tactile, que le mode d'utilisation soit différent au final, donc c'est normal que le système d'exploitation soit différent parce qu'il répond à un mode différent. Maintenant, niveau hardware, niveau matériel, bah, on est sur du matériel identique entre le MacBook et l'iPad. Et la principale tâche du système d'exploitation, mis à part l'aspect graphique et l'aspect interfaçage avec l'utilisateur, bah, il y a l'aspect connectivité avec le matériel. Le système d'exploitation, c'est ce qui va venir faire connecter le matos qui est derrière avec l'interface graphique. Et si le matos, bah, il est identique, vu qu'on a la puce M1 avec un ordinateur, bah, techniquement, on serait capable d'avoir iOS dans un iPad Pro. Et le fait d'avoir iOS, bah, ça permet d'exécuter à la fois les applications mobiles, parce que c'est possible sur un MacBook M1 maintenant, on peut utiliser toutes les applis mobiles, et les applis type desktop, les applis d'Apple. Et là, ça devient super intéressant. Sauf que pour l'instant, on ne peut pas et on est assez limité en termes d'applications, c'est-à-dire qu'on est limité dans la stratosphère iPad au final et dans la stratosphère mobile. Il y a beaucoup d'applications, ils disent 1 million d'applications d'iPad sur l'App Store, mais on est quand même limité à ces 1 million d'applications. Si on avait iOS, bah, on aurait toutes les applications desktop. Et moi, je pense que ça aurait été pratique d'avoir l'aspect graphique de l'iPadOS, garder l'aspect graphique, mais derrière, pouvoir installer les applications iMac sur iPad parce que tout simplement la brique technique c'est la même, qu'il n'y a rien qui nous empêche de lancer ces applications dessus. Encore une fois, c'est mon avis, mais ça m'intéresse, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez l'utilité d'avoir des applications iMac ou des applications Mac type desktop ou MacBook sur un iPad? Donc voilà, on a fait le tour en fait de cet iPad Pro. Maintenant, on va aller dans le simulateur, on va essayer d'en acheter un et voir un petit peu ce que ça donne en termes de prix parce que je pense que ça va intéresser plus d'un d'entre vous. Alors on arrive avec deux modèles, l'écran 11 pouces et l'écran 12,9 pouces. L'écran 11 pouces c'est l'écran classique Liquid Retina, très bon écran, hein, super brillant, super beau, moi j'adore cet écran. On arrive à 899 €, à côté on a un écran 12,9 pouces, Liquid Retina XDR et bah, on a déjà plus de 300 €, 320 € en plus rien que pour avoir cet écran. Je ne vois pas l'utilité de passer sur cet écran parce que en tant qu'utilisateur, bah, je ne vois pas l'avantage d'avoir cette luminosité en plus et même cet iPad plus grand au final, moi ça m'encombre plus qu'autre chose. Un iPad, je veux que ce soit compact, que ça soit petit, que ça se met dans un sac sans prendre de place. Après, c'est comme dit, si vous êtes designer ou graphiste et vous voyez, vous, l'intérêt d'avoir ce million de contraste et ces 1600 de nits, bah, vous me dites, parce que peut-être que je suis en train de louper quelque chose et vous, peut-être que vous en aurez besoin parce que voilà, techniquement, vous savez que ces 300 €, ça a une plus-value pour vous à ce moment-là, peut-être vous partirez sur ça. Mais moi, en tout cas, je partirai sur 899 € en version gris sidéral. À côté, le stockage, et c'est là où l'arnaque Apple, en fait, commence. En fait, moi, ça me révolte quand je vois ça, quand je vois les prix qui donnent pour leur stockage. Apple se font une marge de fou sur le stockage parce que on a, en version de base, on a 128 Go. Pour un mobile, moi, je trouve que ça va. Enfin, sur mes téléphones, je suis à 128 Go, à peu près 64 ou 128 Go. Ça me suffit pour ce que je fais. Si j'ai des vidéos, bah, je les stocke sur mon MacBook. Après, je les supprime de mon téléphone. Donc, j'arrive à survivre en fait avec mes 128 Go. Mais à côté, il y a des personnes qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas envie de brancher leur iPad sur un disque dur externe. Ils veulent avoir leurs données sur leur iPad. Et du coup, ils vont devoir acheter plus de disques. Et là, si on passe à 256 Go, c'est-à-dire 128 Go en plus, bah, on a déjà 100 €. C'est énorme. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les tarifs. Mais jamais de la vie, vous avez 100 € de plus pour 128 Go de disque dur en SSD. 1229 € pour 512 Go, 1669 € pour 1 Tera et 2000 €, plus de 1000 €, 1200 € en plus pour avoir 1200. Ils facturent 1200 € en plus les 2 Tera de disque dur en sachant qu'ils enlèvent le 128 Go de disque dur. Apple, pour se faire de l'argent, c'est là où ils se font beaucoup d'argent parce que derrière le processeur, bah, ils le vendent pas très cher au final, mais le disque dur, bah, ils le facturent, que ce soit sur l'iPad ou sur le MacBook. Et moi, je ne suis vraiment pas d'accord avec cette façon de faire. Derrière, si vous ne voulez pas prendre
un gros disque dur, mais vous dites bah, je vais stocker sur le cloud parce que c'est sympa. Moi j'aime beaucoup le cloud parce que voilà, on a accès sur n'importe quel équipement en ligne, sur un autre ordinateur. On accède à son compte cloud et ça permet de récupérer les données. Et encore une fois, le compte cloud, si vous voulez 1 Tera, bah, vous le facturez mensuellement. Vous avez des mensualités de 50 €, 100 € facilement. Et du coup, là c'est encore pire parce que vous payez 100 € par mois pendant 1 an, 2 ans. Vous avez facilement 2500 € et là vous vous dites j'aurais dû payer un disque dur. Ça serait revenu moins cher. Moi, je partirais sur la version de base à 128 Go. Il y a Thunderbolt sur l'iPad, bah, du coup, un bon T5 dont je n'arrête pas de parler en bien. Je vous mets le lien dans la description. C'est un très bon disque dur SSD. Vous le branchez dessus et vous stockez vos données sur un SSD. Après, l'inconvénient, c'est que vous devez vous trimballer votre SSD et si vous voulez copier des données, bah, vous devez le brancher. C'est un inconvénient, mais derrière, bah, on économise énormément d'argent. Je ne sais pas, sur Amazon, il me semble que 1 Tera SSD sur un T5, c'est 120 €, il me semble. Alors que là, c'est 1200 €. C'est quand même 600, 700 € en moins. C'est super intéressant et à vous de vous organiser intelligemment. Voilà, vous mettez les applications dont vous avez besoin, bah, vous les mettez sur votre tablette avec son 28 Go, je pense que c'est suffisant pour vos applis. Et à côté, pour tout ce qui est clip, vidéo, tout ce qui est export, photo, vraiment les trucs livrables qui sont indépendants des applis, bah, ceux-là, vous les mettez dans un disque dur externe et à chaque fois que vous en avez besoin, bah, vous les récupérez. Moi, je pense en tout cas que si l'argent est important pour vous, peut-être que vous avez un budget illimité, j'en sais rien, et que vous vous en foutez, bah, vous voulez acheter le haut de gamme et vous êtes prêt à mettre le prix dessus, bah, à ce moment-là, voilà, vous partez sur 2 Tera, vous êtes tranquille. Mais sinon, pensez à l'option 128 Go plus disque dur externe SSD, c'est ce que je fais sur mon MacBook et je ne m'en plains pas du tout. À côté, bah, c'est là aussi où ça me dérange un petit peu, c'est-à-dire que l'ajout en fait de la 5G sur l'iPad, bah, c'est 200 € en plus. Comme je l'ai dit, ça aurait dû être un ajout de base en fait, ça aurait dû être inclus dans le tarif de base. Après, je ne suis pas commercial et je ne suis pas dans l'équipe d'ingénierie d'Apple, donc je ne sais pas combien ça leur revient cet ajout-là. Est-ce qu'ils sont toujours dans leurs frais? À mon avis, avec tout ce qu'ils font, sur les disques durs et sur le stockage, je pense qu'ils se font déjà assez de bénéfices sur l'iPad. Et annoncer une révolution avec la puce M1 qui vient avec toutes ces nouveautés, bah, moi j'aurais proposé aussi la 5G incluse parce qu'il y a beaucoup moins d'espace grâce à la puce M1 et du coup on aurait pu rajouter la 5G dans le modèle de base pour 899 €, il me semble, on avait vu, bah, on aurait eu la 5G et du coup, moi je pense qu'à ce prix-là, bah, ça reste intéressant. Je trouve que c'est un peu cher quand même, mais ça reste intéressant. Si on rajoute Wi-Fi cellulaire, si on rajoute la 5G, bah, on passe à 1069 €. C'est quand même super cher. Donc mon avis, mettre 1069 € sur un iPad, perso, je partirais direct sur un MacBook Air à 800 €, super bon ordinateur, 13 pouces. Après, si vous avez déjà un ordinateur et que vous souhaitez avoir un iPad, bah, la version de base, moi, c'est ce que je recommanderais avec la 5G parce que ça reste quand même assez intéressant. Mais derrière, je ne pourrais franchement pas recommander l'achat de cet iPad. Si vous avez déjà un iPad et qu'il répond à vos besoins, je ne vois pas pourquoi vous passeriez sur un iPad M1 qui est méga performant si c'est au final pour utiliser les applis mobiles qu'ils fournissent. Je trouve que c'est très overkill, c'est-à-dire qu'en fait on fournit des performances élevées pour un besoin mobile qui est assez limité. Je ne comprends pas dans quel cas d'utilisation on va avoir besoin de ces performances de fou. Moi, je pense que si on a vraiment besoin de perf, bah, à ce moment-là, on a un ordinateur qui permet de répondre à notre besoin. Et sinon, si c'est juste pour l'Apple Pencil, pour faire des retouches, bah, vous pouvez acheter une tablette qui est branchée à l'ordinateur et vous pouvez faire tout le graphisme dont vous avez besoin. Il y a les applis maintenant qui supportent ça. Adobe supporte, donc voilà, très mitigé. Je suis assez fan de la technologie, je suis content en tant que fan de tech, de nouveaux produits, je suis content que ces produits existent, que cette gamme de produits existe. Je vais prendre un modèle de base pour le tester et pour pouvoir vous le montrer, mais je ne pense pas que je le garderai. Et dites-moi en commentaire, ça m'intéresse énormément d'avoir votre retour. Voilà, ça me permet d'améliorer aussi mes prochaines vidéos. Dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est un bon achat et comment est-ce que vous utiliserez cette tablette et en quoi la puce M1 va améliorer en fait votre besoin. Ce n'est vraiment pas une dissertation. Hein. Juste vous me dites, ouais, c'est cool, moi j'utilise pour faire du Photoshop et puis voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura donné un axe de réflexion, une nouvelle perspective peut-être. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Plein de vidéos vont bientôt arriver et je vous dis salut à une prochaine vidéo.